Député, la parole est à Monsieur Michel Vialet, à Madame, dont la question s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Vous avez la parole, Monsieur Vialet. Merci. Oui, et en l'occurrence, elle entre complètement dans le champ du ministre chargé des collectivités territoriales. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 instaure une contractualisation entre l'État et les 322 collectivités territoriales locales et EPCI, dont le budget primitif est supérieur à 60 millions d'euros. Après avoir, dans un premier temps, rogné la dotation globale de fonctionnement, ces contrats imposés par l'État limitent la progression des seules dépenses de fonctionnement à un maximum de 1,2%, inflation comprise, chaque année pendant 3 ans. Et ce taux peut, par ailleurs, être abaissé lors de modulations très technocratiques. Aucune disposition réaliste n'a été prise jusqu'alors par le gouvernement pour inclure les jeunes EPCI dans le dispositif, qui sont traités de la même manière que des communautés urbaines ayant un régime de croisière déjà bien établi. Toute action autofinancée ou quasi-autofinancée devient donc impossible, dès lors que l'on ne s'interroge que sur les dépenses. Cette disposition peut conduire les collectivités locales et EPCI à refuser, entre autres, les portages de financement européens, ainsi que ceux de la politique de la ville. Le refus d'analyser certains types de dépenses afin de les exclure, comme les intérêts de la dette ou la participation à des syndicats mixtes, dont l'objet même est de réaliser des équipements, est l'un des autres impacts de cette disposition. Pour exemple, première communauté urbaine de France avec 408 000 habitants au sein de 73 communes de taille très hétérogène, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, en pleine phase de création, voit donc même son taux d'évolution réduit à 1,05% par an. Pourtant, son rôle d'aménagement du territoire est fondamental pour développer l'emploi et assurer un cadre de vie de qualité pour toutes les générations qui habitent ses communes membres et ne devrait pas se voir ainsi stoppé dans son élan ni privé de sa liberté d'action. Aussi, il est clair que la contractualisation n'a de contractuel que le nom, puisque rien n'est négociable et cela interdit l'exercice normal des compétences qui sont dévolues aux collectivités et EPCI concernés. Cette situation amène à s'interroger sur la possibilité de financer et d'accompagner des projets identifiés comme emblématiques et stratégiques. Pour la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise se pose la question de comment financer les travaux au titre de la mobilité pour accompagner l'arrivée des halls, les acquisitions foncières pour accompagner les projets structurants, la sortie de l'A13 à Mantes-la-Jolie, les projets liés à la sortie de l'A13 à Orgeval, ou encore les équipements liés à la rénovation urbaine. Prendre en compte la spécificité des jeunes communautés urbaines dans une contractualisation réellement négociée est donc une nécessité. Par ailleurs, Grand Paris Seine-et-Oise porte des compétences plus larges que la somme des compétences des 6 communautés d'agglomération dont elle est la fusion. Il lui est donc indispensable d'achever sa structuration pour que son organisation soit efficiente. Limiter sa capacité de recrutement lui interdira l'exercice de certaines compétences qui ne peuvent pourtant plus légalement être portées par les communes. Monsieur le ministre, que prévoyez-vous afin de résoudre ce problème pernicieux ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Monsieur Sébastien Lecornu. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Vialet. Plusieurs points dans votre question. La première, moi je défends la méthode, puisque nous avons tous les deux d'ailleurs combattu la méthode précédente qui consistait à diminuer de manière autoritaire la DGF sur l'intégralité des collectivités territoriales françaises, les plus grosses, mais également les plus petites. Et donc aujourd'hui, les plus petites collectivités, les plus petites mairies notamment de votre circonscription que je connais bien, sont des collectivités qui ne voient plus leur DGF diminuer. En tout cas, le concours global reste stable. Après, elles peuvent bien évidemment diminuer si elles perdent de la population, etc. Mais le choix qui est fait par le gouvernement, c'est de se dire il faut concentrer, non pas d'ailleurs la baisse de la DGF, mais le fait de demander aux 322 collectivités les plus importantes de limiter leurs dépenses. C'est-à-dire que c'est un effort qui est demandé par précaution, pour des raisons qu'on peut tous partager, liées notamment à la situation financière de notre pays et du respect que l'on doit aux contribuables, notamment le contribuable local. Ça, c'est la première chose. Dans la méthodologie, on ne retient également que le fonctionnement et pas l'investissement, ce qui est logique aussi. Dans la méthodologie, en plus, on fait en sorte de ne pas imposer les choix, puisque les collectivités avaient le choix de contractualiser ou pas. Et d'ailleurs, GPSO dont vous parlez, monsieur le député, a fait le choix de ne pas signer le contrat. Ça veut bien dire que donc il y a une forme de liberté. Et derrière, c'est par arrêté, bien évidemment, que le préfet a fixé le taux. Mais si une contractualisation avait été opérée, une négociation aurait pu voir le jour et aurait donc pu permettre de moduler le taux le cas échéant. Alors,
Vous posez une question précise sur le retraitement, au fond, la capacité à s'adapter aux situations, notamment liées, par exemple, à une jeune communauté urbaine que je connais bien. Oui, j'en profite pour le dire, le retraitement sera possible. On a commencé à le faire, par exemple, pour les conseils départementaux, j'ai eu l'occasion de le dire au ministre-président Pierre Bédier, sur les MNA. On a commencé ce retraitement-là dans le cadre de la contractualisation, qu'on ait d'ailleurs signé le contrat ou qu'on soit par arrêté. On a commencé également à le faire pour toutes les collectivités et les EPCI qui ont commencé à signer. Et donc, au cas par cas, les préfets vont être amenés à regarder justement ce qui peut relever d'un retraitement parce que tient lieu à une spécificité. Votre argument d'EOL, par définition, est un argument remarquablement intéressant à observer, à regarder dans, bien évidemment, les marges de manœuvre financières que GPSO doit dégager pour ce faire. Donc, on va regarder ça au cas par cas. À titre personnel, moi, je me tiens à la disposition des élus de GPSO pour le regarder, puisque si parfois certains critères sont technocratiques, dans les Yvelines, vous avez un préfet qui n'a rien de technocratique et qui donc, à mon avis, à mes côtés, aura à cœur, et avec vous, monsieur le député, et l'ensemble des élus de GPSO, de regarder ce qui peut être fait et pourquoi pas d'envisager une négociation pour une contractualisation qui n'a pas encore été faite jusqu'à présent, mais qui permettrait de faire rentrer tout ce que vous venez de nous dire dans le cadre de la négo. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous laisse reprendre la parole. Oui, juste un mot pour pouvoir dire que je prends note de ces évolutions, d'autant plus que 1,05%, vous l'imaginez bien, ça limite quand même considérablement les choses. Effet GVT d'une part, tout ce que sont les recrutements pour porter les collaborateurs qui vont traiter des sujets d'investissement, on a besoin d'avoir forcément de l'ingénierie. Donc je prends note de cela, de façon à ce que GPSO puisse, jeune communauté qu'elle est, évoluer de façon normale.